Nous voici de nouveau avec notre groupe des compagnons. Il est temps maintenant de partir à l'aventure, semble-t-il. Le premier travail que notre petit groupe a réussi à trouver fut relativement simple. Il s'agissait de débarrasser la ville d'un petit groupe de gobelins dans la forêt au nord-est du village. Non pas qu'ils soient trop dangereux, mais en fait, la garde avait complètement la flemme de se déplacer car ils devaient préparer la fameuse fête du boudin. En chemin pour cette forêt, ils rencontrèrent un terrible groupe de lapins tronche-tendons. Petit échange relativement folklorique se termina par une odeur de roussi pour le mage et quelques trous dans sa robe. Et merde! Je savais bien que c'était de la merde, la magie. Ils arrivèrent notamment, non sans s'engueuler un petit peu, à l'orée de la forêt. Ils tombèrent sur un campement plus ou moins abandonné, et à force d'observer, ils s'aperçurent qu'il y avait 3 gobelins dont le chef qui se situait un peu au nord du camp, 4 autres gobelins dont un qui dormait probablement dans la tente. Une formidable odeur de barbecue, grâce à un sort du Rashi d'Adati, et donc de notre très cher prêtre Samuel, permit de faire partir 3 gobelins dont le chef au nord-est. Baston! Chacun y va de son coup, allant de la flèche au coup de titine, en passant par la boule de feu, sans oublier les cendres qui volent, les câbles de toile de tente qui occasionnent des chutes malencontreuses. Merde! Mais au final, nos aventuriers sortent vainqueurs de ce combat. Tada! Le but étant de récupérer quelques colliers afin de gagner de l'argent et de prouver leur valeur. Le voleur s'arrange pour récupérer, somme toute, un tout petit peu plus que sa part. Le retour au village se fait dans le calme. Ils acceptent dans l'auberge 3 nouvelles quêtes, car ils se sentent totalement regaillardis par le succès de la première grande quête. Trouver la recette de l'ours à la bière fut la première. Trouver la statuette de Gladelfera fut la seconde, et comme tout bon aventurier, la possibilité de faire une quête d'escorte et d'accompagner un mage louche jusqu'à une salle d'essai pour réaliser un sort, somme toute, pas très catholique, fut le troisième. Le voyage jusqu'au donjon de Nullbuck se passa très très bien. Simplement parce qu'ils étaient guidés directement par le mage lui-même. Ils entrèrent alors dans la tour par le rez-de-chaussée, en toquant. Chose peu commun que de toquer à la porte d'un donjon, me direz-vous. Bah, c'est leur façon de faire. Ils rentrèrent donc dans la tour, suivirent le couloir, et arrivés au fameux T qui disait soit devant, soit à droite, soit à gauche, eh ben ils n'eurent pas le choix, car encore une fois, le mage louche connaissait le chemin, et les fit partir sur la gauche. Ils arrivèrent devant une double porte, qui les intrigua un long moment, il ne s'agissait là juste de Chaussettes! Puis tombèrent sur un piège composé d'une espèce de petite dalle, d'une dalle d'appui sur laquelle vous marchez, vous êtes troué par des petites fléchettes balancées par des arbalètes, qui réussit à être désamorcée par le voleur. Sauf que, forcément, ça se passait un peu trop bien. Ils tombèrent d'un seul coup sur 3 gardes, puisque la salle de garde et de repos des gardes était juste à côté. Baston! Et là, les choses sérieuses commencèrent. Le mage attendait impatiemment derrière que le combat se termine, puisque la préparation de ses sorts était tellement longue qu'il n'ait pas eu le temps de les lancer. Bordel, ça marche pas! Par contre, le barbare se lança fièrement dans le combat, et fut
bien entendu, aveuglé par un ensablement oculaire de Mumph lancé maladroitement par le Dimage, et se retrouvait à faire la toupie avec sa hache, il faut Je s'en savais bien douter, que c'était de la et merde, la ne magie. toucha personne. Hein. Il a fait quand même décapiter le demi-orc, mais bon, c'est passé à deux doigts, mais ça a été. Le mage loupe la moitié de ses sorts, le barbare fait la toupie, notre ami prêtre se bat à coups de fourchette, ce qui semble logique. Le voleur se prend un garde en plein sur la tronche. Enfin, il se le prend parce qu'il a été jeté par notre très cher ami Tête à Claque, je le rappelle, demi-orc bourreau, qui l'a lancé comme ça, ne se préoccupa pas de qui était derrière, et grâce à un grand coup de tête sur le piège, tua le garde grâce aux arbalètes cachées dans le mur. Donc disons que notre voleur est quand même malin. Pour le moment, c'est lui qui s'avérait le plus malin de tous. Mais l'arme la plus violente de notre groupe, l'arme qui a réussi à tuer deux gardes, deux, pas un, deux, se trouvait être les escaliers. Ce fut notamment la pièce la plus meurtrière du donjon. Car en faisant tomber les gardes dans les escaliers, le premier se tua directement en se rompant le cou, et le second trébucha sur le corps du premier, se blessa, et n'eurent aucun mal à l'achever lorsqu'il tenta de remonter. Bon un malin, le mage qui était là pour faire son rituel n'aidait pas le groupe parce qu'il avait autre chose à faire, il les avait payés pour l'accompagner, et tant pis. Lui partit faire tranquillement son rituel. Son rituel avec de belles lumières violettes, puis rouges, puis vertes. Magnifique couleur. Des regards pleins d'interrogations et de peur de la part de nos aventuriers, parce qu'ils se demandaient vraiment ce qu'il était en train de faire. Le voleur, n'écoutant que son courage, s'approcha et fit les poches du client, qui s'en aperçut au moment de les payer, et donc une certaine baisse de revenus eut lieu. Ça, il aurait peut-être fallu lui faire les poches après avoir été payé plutôt qu'avant. Mais bon. Nos aventurières partirent ensuite sur la piste des statuettes de la statuette de Gladolfera, et commencèrent par descendre dans un espèce de labyrinthe mal éclairé. En fait, ils ont suivi les deux gardes qui étaient morts, tout simplement. Ça sentait pas très très bon, une odeur animale. Au fil des dédales, il leur semblait être suivi, et le mage, qui d'un seul coup plein d'aplomb face à l'absence d'adversité, lança un sort de glyphe de protection de Kundar, qui s'actionnerait si quelqu'un osait passer par ici. Bon, il s'avéra que cette intuition fut bonne, puisque un petit groupe de gnomes fut, comment dire, liquéfié par la lave. Ils tombèrent par la suite sur un espèce d'illuminé qui les appelait à avoir la foi, et qui finit par tomber par inadvertance. Il me semble qu'il a été poussé, moi, mais bon, après on me dit dans l'oreillette de ne pas le dire. Donc il tomba par inadvertance dans un puits magique, alors qu'il tentait d'attraper une pièce lancée par le barbare. Alors qu'ils quittèrent la pièce, l'homme retomba du plafond, cette fois, pour retomber dans le puits. Chose qui les intrigua, ils attendèrent, et une minute après, ils revirent passer la pièce, puis le fou qui suivait la pièce. Ils s'aperçurent donc que ce puits n'avait pas de fond et était une espèce de petite boucle, ce qui était somme toute assez rigolo. Alors qu'ils arrivèrent dans une pièce pleine de paille, le mage décida d'y mettre le feu car ça sentait bizarre, il y a quelque chose de louche. Outre le feu et la fumée, bien entendu, des rats géants sortirent en courant et engagèrent le combat. Après avoir affronté les rats et récupéré un grand nombre de blessures, c'était une vraiment très très bonne idée de mettre le feu dans un endroit clos. Malgré tout, ils évitèrent un piège et arrivèrent bientôt dans une pièce pleine de gardes, en train de jouer aux dés et aux cartes. Forcément, le barbare, comme d'habitude. Baston. Et là, cette scène de violence extrême mériterait d'être censurée. Un tourbillon de waza aurait pu être lancé dans ce combat, mais bon. La violence de Titine du barbare, l'acuité du violeur transformant la scène en véritable boucherie, avec le soutien du prêtre qui protégeait les arrières de tout le monde, mais alors de très très loin, comme le mage. Durant le combat, une porte s'ouvrit, et deux gnomes habillés en catcheurs, le corps luisant d'huile, avec une boule dans la bouche et une cagoule en cuir, se font instantanément tuer par le barbare. Ah, je vous avais dit, c'était violent, mais violent sale, quoi. Un temps de repos,
Une nuit au milieu des entrailles, du sang, des corps, récupération des flèches. Nous voilà sur la route des étages et du magasin. Boutique souvenirs et d'armement. Un épisode calme. Jusqu'à l'arrivée dans la fameuse taverne de Nullbuck. Là, ce fut dantesque. Ouverte à tous, et l'entrée se situe de l'autre côté de la tour, il y avait juste besoin de passer par le côté, mais comme ils ont été guidés par le mage, comme j'ai dit plus tôt, ils n'ont pas pu choisir leur itinéraire, donc forcément ça les a beaucoup retardés. Bref. Arrivés à l'entrée, ils découvrent le menu, et comprennent que la fameuse recette de l'ours à la bière est vendue dans la partie taverne. Après s'être rassasiés justement à base d'ours à la bière et de bière, sachant que notre ami de Miorque ne put résister à l'appel de la soif. Il commanda beaucoup, il me semble que j'ai oublié de dire beaucoup, de boissons. Après s'être rassasiés donc, ils partirent en quête de la recette et donc du cuistot. Après l'avoir torturé, enfin dans un premier temps trouvé, ils s'amusèrent à le torturer pour tenter de lui voler la recette. Ce passage bizarre a quand même vu 2 merguez géantes et fumantes prendre le contrôle d'un couloir, balancer des jets de gras absolument infâmes sur tout ce qui pouvait essayer de passer. Et au passage, notre ami mage prit une flèche dans l'omoplate à la suite d'un tir malheureux du voleur, pendant que notre barbare et notre demi-orc mangeaient et surtout buvaient énormément dans la taverne. Les 3 compagnons firent face à une horde de gardes, et en allant pisser, le barbare et notre demi-orc adoré s'aperçurent que leur copain était... Non, en fait, il s'en apercevait pas du tout. Il y en a un des deux qui est parti pisser. Il a couru dans le couloir, il a glissé dans la piste, il s'est vautré, il a commencé à essayer de casser la gueule aux gardes et ça s'est mal passé. Résultat des courses, au cachot. Voilà, donc là on est content, hein. On est content. Il finit s'arrêter, mis au 5e étage de la tour, au cachot. Et contre toute attente, ce fut l'un des moments les plus intrigants, rares. Je dirais même de la poésie à l'état pur. Ce moment où tête à claque, demi-orc bourreau de son état, rencontra son idole, le grand Gérard le Terrible. Un échange de recettes de torture pour les nains ou les elfes. On failli faire d'ailleurs tourner de l'œil notre très cher ami Sauve-Mon-Fion, qui entendant que l'on mettait de la boue dans les cheveux de ses congénères, eut du mal à se contenir. Cet échange, d'abord avec les premiers apprentis bourreaux, puis avec le génialissime Gérard, permit à nos chers amis d'obtenir un laissez-passer. Non pas pour n'importe quoi, mais une discussion qui donne lieu, au lieu d'être torturé, à un laissez-passer pour avoir un travail, pour donner un accès au bureau de Revax qui n'est juste que le bras droit du maître des lieux, c'est quand même quelque chose. D'où le côté inattendu et magnifique de la chose. Là encore, tête à claque à la part belle, puisque en arrivant au bureau de Revax, en toquant à la porte, il attrapa le téton et lui fit faire un quart de tour, puis un 3/4 de tour, ce qui fit hurler de Revax qui était un tantinet très douillet. Il leur signa un sauf-conduit, leur donna les plans du donjon, l'emplacement des statuettes, une partie du PEL de sa grand-mère, tout et n'importe quoi pour éviter d'être torturé encore comme il l'était. La suite fut simple. Une rencontre dans un couloir au 4e étage avec une poule perdue Piou piou piou. qui éveilla des souvenirs chez notre ami barbare. L'entrée du cabinet privé de Zangdar, où ils trouvèrent une armoire fermée à clé. Mon Dieu! Heureusement, le voleur réussit un crochetage totalement magnifique. Et, au lieu de lire les étiquettes, ils ramassèrent la totalité des statuettes avant de prendre la fuite d'une façon totalement héroïque. Non, en fait, c'était pas héroïque, ils ont décarré, quoi. Ils sont partis en courant, ils vont pas demander leur reste, quoi.
parce qu'ils avaient peur de se faire... Enfin bref. Donc dans leur fuite héroïque, ils s'aperçurent en chemin vers le retour de la ville, que 2 statuettes étaient chatoyantes, avec une espèce d'aura. Sauf Monfion, avec ses connaissances magiques, s'aperçut qu'effectivement l'aura magique était bizarre, malfaisante d'un côté, avec une certaine statuette rouge nommée, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Diabolicus Metacarpien, avec des cornes, des yeux luisants, et une statuette bleue, avec représentant un espèce de personnage bleu avec une petite barbe appelée Grand Schtroumpfonus. Elle aussi avec une aura, mais impossible de dire si elle était maléfique ou bénéfique. Enfin, le fait étant que quand on a des choses magiques, on évite de les jeter au bord de la route dans des forêts. Généralement, mais bon, bref. Le retour au village, le cœur léger, pour rendre leur quête et en récupérer d'autres. Se passa relativement bien, jusqu'au moment où ils se prirent une petite engueulade par un certain Archimage bien irrité. La suite? Eh bien, la suite, vous la verrez au prochain épisode.